Après avoir menacé de frapper l'Iran avec une force et une puissance jamais vues depuis la Seconde Guerre mondiale, ce sont ces mots. Le président américain annonce finalement un sursis. Il suspend les frappes sur l'Iran à condition, dit-il, d'arriver à un accord sur la réouverture du détroit d'Ormuz. Dans ce message posté sur son réseau social, Donald Trump explique avoir répondu favorablement à une demande de Téhéran et de plusieurs pays dans la région. On va essayer d'analyser, décrypter ce nouveau revirement avec vous. Mélina Huet, bonjour Mélina, vous êtes grand reporter ici à la rédaction de France 24, chroniqueur sur les questions de politique étrangère. Qu'est-ce qu'il dit exactement le président américain et pourquoi ce revirement ? Alors moi j'ai l'impression qu'on est dans le jour sans fin, vous savez, et qu'on refait en permanence la même analyse. Pourquoi ? Parce que samedi soir, sur son réseau, effectivement, Truth Social, il dit renoncer à ces fameuses frappes avec les qualificatifs que vous avez décrits contre le secteur énergétique iranien. Et en fait, Donald Trump, il pose deux conditions à l'accord. La réouverture totale du détroit d'Ormuz, ça vous dit quelque chose. La fin de ce qu'il appelle la menace nucléaire iranienne, ça vous dit quelque chose. Et il affirme qu'Israël s'associe à cette pause. Quelques heures plus tôt, le prince héritier saoudien avait appelé la Maison-Blanche pour l'en dissuader. L'information, elle a été révélée par Axios, elle a été confirmée séparément ensuite par CBS News, par CNN. Ce qui frappe, en fait, c'est le chemin qui a été parcouru par Riyad. Au printemps, la presse états-unienne, elle décrivait un Mohamed Ben Salman qui poussait au contraire à frapper plus fort. Et puis depuis, les installations pétrolières saoudiennes ont payé la facture de cette guerre. Donc vous voyez, retournement. Et pour Benjamin Netanyahou, reçu mardi dernier à Washington. Alors, il faut rappeler que c'était sa première rencontre avec Donald Trump depuis le déclenchement du conflit le 28 février. En façade, tout va bien, hein. La Maison-Blanche, elle parle d'un échange positif. Le Premier ministre israélien d'une excellente réunion. La presse israélienne, elle raconte un petit peu autre chose. Par exemple, l'éditorialiste Amit Segal écrit que les États-Unis font comprendre aux Israéliens qui mène cette guerre, et qu'Israël s'est retrouvé un petit peu sur la banquette arrière, Nabia, tout simplement. Benjamin Netanyahou, lui, voulait poursuivre en Iran comme au Liban. Washington cherche un accord, ou en tout cas affirme chercher un accord. À 3 mois des élections israéliennes, vous savez, bientôt en octobre à la Knesset, la position, elle est très inconfortable pour un dirigeant, Benjamin Netanyahou, qui mise sur quoi ? Sur la fermeté depuis le début de cette guerre. Et cet accord annoncé, qu'est-ce qu'il vaut en substance ? Pas grand-chose, hein. Nabia, on en revient à ce qu'on disait au tout début de la chronique. On a l'impression de revivre sempiternellement la même chose. Il y en a déjà eu un. Le 17 juin, Donald Trump et Massoud Pezeshkian, ils signaient à distance un protocole en 14 points dont on a beaucoup parlé sur cette antenne. Téhéran s'engageait alors à rouvrir le détroit d'Ormuz sans délai. Washington a levé son blocus des ports iraniens. Le blocus a bien été levé, c'est vrai. Les premiers navires sont passés, mais bim, 3 jours plus tard, le détroit était refermé en représailles aux frappes israéliennes au Liban. Sur Gaza aussi, parce qu'on peut étendre finalement aux accords qui sont prétendus être menés par Donald Trump, qu'il prétend vouloir mener. Sur Gaza, un accord avait été annoncé jeudi, donc cette semaine, par Donald Trump, confirmé par le Hamas, qui accepte le principe du désarmement contre un retrait progressif de l'armée israélienne. Antonio Guterres y a vu la seule bonne nouvelle de ces derniers jours, sauf qu'à cette heure, Israël n'a pas répondu officiellement. Donald Trump assure de son côté avoir une entente avec Israël, mais encore une fois, on ne sait pas. La seule voix israélienne qui s'est exprimée, et il faut faire attention parce que ça ne veut pas dire que c'est la voix du gouvernement, c'est celle du ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir qui jugeait vendredi l'accord inacceptable, mais à titre personnel encore une fois. Là non plus, c'est pas la première fois sur ce dossier. Donc en janvier déjà, Donald Trump affirmait que le Hamas, il allait déposer les armes, sans que le mouvement l'ait alors confirmé. Donc là, la petite chose qui change, c'est que le Hamas dit « Ok, si l'armée israélienne se retire ». Pendant ce temps-là, les frappes, elles ont continué sur l'enclave palestinienne. Plusieurs personnes ont été tuées samedi, puis dans la nuit, selon la défense civile et les hôpitaux. Vous le disiez à l'instant, effectivement, ces frappes et des tirs israéliens qui ont ciblé plusieurs immeubles d'habitation la nuit dernière. 9 personnes au moins ont été tuées, selon la défense civile. Parmi les victimes, un enfant. Voyez ces images commentées par Alice Broga. Au bord de ce trou béant, ces Palestiniens ramassent les débris. L'entrepôt qui s'élevait juste ici, près de l'hôpital Al-Aqsa à Deir el-Bala, a été pulvérisé par une frappe israélienne. Certains habitants qui vivent à côté sous ces tentes de fortune avaient reçu un ordre d'évacuation. Quand nous sommes revenus, nous avons découvert où l'attaque avait eu lieu. C'est un entrepôt de médicaments. Et ici se trouvait ma tante. Nous avons été surpris que l'entrepôt de médicaments ait été visé. Pourquoi ? Nos tentes ont été détruites. Il ne reste plus rien. Les frappes ont fait plusieurs blessés, détruit 2 entrepôts et en ont endommagé 2 autres, selon le ministère de la Santé du Hamas, qui dénonce un crime de guerre.
Le bombardement a également causé des dégâts considérables aux bâtiments des consultations externes jouxtant les entrepôts, entraînant la perte et la destruction de quantités vitales de médicaments, de consommables et de fournitures médicales destinées au traitement des patients et des blessés. Samedi, d'autres frappes aériennes ont aussi touché le nord de la ville de Gaza et la région de Khan Younes, faisant plusieurs morts. Des frappes revendiquées par l'armée israélienne, qui affirme avoir démantelé 5 entrepôts d'armes du Hamas dans la bande de Gaza et avoir visé des membres du mouvement terroriste palestinien. Ces bombardements ont eu lieu au lendemain de l'annonce par le président américain d'un accord pour mettre fin à la guerre à Gaza. Il prévoit le désarmement du mouvement islamiste Hamas et un retrait israélien du territoire palestinien. L'accord a été confirmé par le Hamas, mais pas par Israël, qui affirme que ses soldats restent déployés dans l'enclave, conformément à l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis octobre dernier. Merci beaucoup, Mélina. Merci pour ces éléments de compréhension. Et puis pour être tout à fait complet, notez que depuis octobre dernier, l'annonce du cessez-le-feu qui n'en a que le nom, au moins 1222 Palestiniens ont été tués dans l'enclave selon le ministère de la Santé de ce territoire. Notez cet autre chiffre communiqué cette fois par le Haut-Commissariat des droits de l'homme aux Nations Unies. Selon l'instance, ce sont 685 personnes qui ont été tuées toujours à Gaza entre le mois d'octobre et la mi-avril.